Les vraies voix font parler la France. Bonsoir François-Louis Bourneau. Bonsoir cher Philippe David, comment allez-vous? Ça va et vous? Je suis en pleine forme, en pleine bourre comme vous dites souvent, pas à l'antenne mais dans les backstage. Il va dire en pleine bourre. Il va utiliser toutes les expressions que nous avons dans la rédaction, mais faites attention, j'ai des dossiers un peu sur tout le monde aussi. Je vais commencer chaque émission par une de vos expressions, je pense qu'on peut tenir une décennie. Ça me mettrait à 70 ans, c'est inquiétant. Commence la semaine par des menaces, Philippe, ça fait bien plaisir. Ça commence par des menaces. Bon, j'espère que vous allez bien, vous qui nous écoutez, on va avoir beaucoup à dire ce soir et on commence avec un thème, le gouvernement français qui veut interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans pour la rentrée 2026, Philippe. Et c'est un sujet qui vous fait énormément réagir. Vous voulez réagir? C'est votre émission, le 0826 300 300. Justement, qu'autorisez-vous à vos enfants, même peut-être vos petits-enfants? Qu'est-ce que vous leur laissez faire? Utilisent-ils leur portable à table, à la maison? Est-ce qu'il y a des conflits familiaux autour de ce sujet? Dites-le nous, 0826 300 300 et puis sur nos réseaux sociaux avec le hashtag Les Vraies Voix. Et on va parler également, si vous le voulez, d'autres sujets. On vous les soumet. La demande de Gérald Darmanin que les crimes de sang ne soient plus prescrits, c'est suite à la décision de la Cour de cassation. Après qu'on ait retrouvé le meurtrier ou l'assassin, parce que finalement il sera jamais condamné, de Marie-Thérèse Bonfanti il y a plus de 30 ans dans l'Isère. Vous voulez parler également de la soumission chimique. Il y a un procès hors norme qui oppose une députée et un sénateur. Vous avez été témoin ou victime d'une tentative de soumission chimique. N'hésitez pas à venir témoigner. Absolument Philippe, et puis on va commencer donc avec ce sujet des réseaux sociaux, comme on l'a dit à l'instant, on en a même parlé un peu plus tôt dans l'émission des Vraies Voix. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Les Vraies Voix font parler la France. Marianne, vous êtes de Charente, vous avez voulu réagir sur la question des réseaux sociaux. Absolument. Dites-nous tout, c'est vos enfants, adolescents peut-être, qui se confrontent justement à l'utilisation du téléphone, des réseaux sociaux. Comment ça se passe chez vous ? Alors, pour être honnête, moi je n'ai que des adultes maintenant comme enfants, parce que je suis d'un âge bien avancé, mais je suis enseignante. Et justement, c'est un sujet que je traite avec mes élèves, puisque je fais de ce qu'on appelle l'EMI, éducation, médias et à l'information. Donc bien. Voilà, moi c'est quelque chose qui fait partie de mes pratiques. Je suis même dédiée à tout ce qui touche à l'Internet, à l'informatique. Donc vous voyez, c'est mon champ de compétences. Et j'en parlais d'ailleurs ce matin avec mes élèves qui sont d'un niveau 5. Alors, je travaille en SECPA, ECPA. Voilà, donc c'est des milieux d'un petit peu... D'enfants en difficulté, de jeunes en difficulté, voilà. On va dire, plus que d'enfants d'ailleurs. Voilà. Et puis pour autant, je rappelais la loi, que la loi de toute façon ne leur permet pas de s'inscrire sur des réseaux sociaux. Avant 15 ans, la loi de 2023. Ah oui. Et oui. Et eux, ils me disent, oui, mais nous, on met la date de notre père, on met la date de notre mère, on met notre date de naissance, comme ça, on peut y aller. En fait, ils savent contourner les règles qui sont mises en place. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de participer à ce genre de choses, mais ils le font, puis ils l'assument, parce que j'ai beau être enseignante, c'est pas gênant de le dire, ils ne risquent rien. Ah oui. Voilà. C'est fou ça. Est-ce que vous dites que vous avez d'autres enfants? Quel âge ont vos enfants? Alors moi j'ai des grands. Bien sûr, non, il n'y a pas de souci. Mais j'ai des grands qui ont entre 34 et 24 ans. Oui, donc vous avez connu les réseaux sociaux quand ils étaient ados. Moi, ma fille avait 33 ans, elle a 33 ans, elle a connu ça. Mon fils 30, il a connu ça aussi. Comment vous avez réagi en tant que parent et pas en tant qu'enseignante avec eux? Alors, les règles étaient très claires. Déjà, ils n'avaient pas le téléphone avant d'entrer en 3e. Oui. Déjà. Donc, à la toute fin du collège, on va dire ça comme ça? Absolument. Et puis le téléphone, c'était des téléphones anciens, c'était pas des smartphones comme on a aujourd'hui. Oui. Il y avait une grande différence aussi. L'accès, on avait un ordinateur dans la maison. Il y avait quand même un moins grand accès à tout ce qui était Internet. Les deux derniers, parce que j'ai 4 enfants qui sont plus jeunes, oui, je me suis bien rendu compte que je devais être plus ferme, plus intransigeante avec les règles. Téléphone à table, ça c'était hors de question. Oui. Ah oui, non, mais ça c'était rédhibitoire. Et encore notamment au dîner, ça c'est insupportable. Au déjeuner, bien sûr, le week-end. Ah
Ah oui, quel que soit le repas, il y avait des temps et puis, enfin, il y avait des règles de vie, mais après on apportait autre chose à côté aux enfants. Bien sûr. Parce que c'est pas que d'être dans l'interdiction, mais on avait aussi des temps de jeux de société. On faisait autre chose. On cuisinait beaucoup ensemble, on faisait des choses ensemble, des balades en vélo, etc. Oui. Et oui, mais ça nous demande aussi un investissement de parents. Mais les activités familiales ne se résument pas aux écrans qui se font d'ailleurs en général seuls. Restez avec nous, Marianne. On a Vanessa qui veut réagir. Oui, bonsoir. Bonsoir Vanessa, vous êtes d'Aignan dans le Gers. Oui. Vous avez une fille de 16 ans, notamment, qui utilise TikTok, comme beaucoup de adolescents de son âge. Comment ça se passe avec votre fille, donc ? Elle est assez raisonnable parce que justement, comme vous disiez, pendant les repas, c'est interdit. Je lui demande toujours un petit peu 5 minutes avant de lâcher le téléphone. Bon, bien sûr, si elle l'a pas fait et que j'arrive et que je sers le repas, je me fâche un peu. Voilà. C'est le rôle également. Un parent doit savoir dire non, ça va de soi. Voilà, donc après elle pose le téléphone, elle râle pas, mais quand elle va chez son papa, elle joue à des jeux de société. Quand on a le temps, elle va chez des copines et elles sont dehors, elles jouent dehors, elles vont marcher, elles font du trampoline, elles sont pas sur le téléphone. Si elle est sur le téléphone et que j'estime qu'elle doit se plonger dans ses devoirs, elle arrête le téléphone et voilà, elle fait ses devoirs. Elle sait très bien que si elle en abuse, de toute façon, elle finit par en être privée. Donc, c'est modéré. Vous semblez dire que vous étiez tombé sur une vidéo qui vous avait choqué, notamment il y a quelques jours, je crois, sur TikTok. Hier. Ça vous avait, hier, ça vous a dérangé. Quelle était cette vidéo et qu'est-ce qui vous a choqué, en fait ? Parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, l'algorithme, le feed, comme on dit, ne sélectionne pas toujours des vidéos qu'on veut voir, c'est parfois des suggestions. Oui. Alors, sur quoi, justement, était portée cette vidéo ? Alors, elle regarde beaucoup de vidéos humoristiques. Oui. Mais celle-ci, c'était un humour un peu qui m'a un peu dérangé. Si vous voulez, c'est à l'époque, par exemple, moi je regardais Bénil. Ah. Le marais. Alors là, pour ma génération, mythique, très drôle, Bénil. Voilà, mais très drôle, mais on sait que c'est de l'humour. Il y a les rires, il y a la façon un peu niaise de faire les choses, ou quand ils se tapaient les uns sur les autres, c'était pour rigoler, on voyait bien que c'était rigolo. Mais là, la vidéo, c'est il y a un homme qui est tout en blanc, comme s'il était considéré comme un ange. Et là, on voit qu'il provoque quelqu'un pour qu'il tape sur l'autre et ils se tapent tous dessus en chaîne et il est fier de lui en fait. On voit pas. C'était une vidéo faite par l'IA, par l'intelligence artificielle, Vanessa ? Bonne question. Je suis pas convaincue de. Non, c'est des Asiatiques. Oui. Qui font ça. Et il y avait le même personnage, par exemple, on voit un SDF qui est malheureux. Il achète des légumes vite fait pour avoir en fait une poche plastique qui se met au pied parce qu'il est pieds nus. Et ce fameux ange revient avec une soi-disant belle boîte de chaussures. Il lui donne la boîte de chaussures et en fait dans la boîte de chaussures en fait il y a une autre poche plastique pour qu'il puisse se couvrir le deuxième pied. Ah oui, c'est pas de très bon goût. On va rester avec nous, Vanessa, on va faire réagir Marianne. Certains disent que le pire réseau social pour les ados, c'est TikTok, où on voit, alors comme le disait justement Vanessa, absolument tout et n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec ça, Marianne ? Oh oui, absolument. C'est un vrai fléau. Ils ne mesurent pas. Alors déjà, vous parliez de l'IA, ils ne font pas la différence entre une vraie vidéo, une vidéo de gens, d'hommes et de femmes réels, on va dire ça comme ça. Voilà, avec des choses qui sont organisées faites par l'IA. Il y a cet aspect-là. Déjà, l'éducation, elle est hyper lourde par rapport à ça. Je pense qu'on aura du mal à tout gérer. Et je repensais en écoutant l'auditrice qui parlait juste avant. Vanessa. Vanessa, pardon, oui. Les 5e que j'avais cette année, l'année dernière, ils étaient donc en 6e et on a un internat éducatif, nous, ici. Oui. Donc, et on a eu une gamine de 6e qui avait fait des vidéos à l'intérieur de l'internat. Oui. Et qui les avait diffusées sur YouTube. D'accord. En 6e. En 6e.
Ah oui, mais c'est pour ça que je vous dis, on doit être sur tous les fronts. Puis les parents, alors c'est très bien, hein, j'entendais Vanessa, c'est formidable, mais on a quand même plutôt... Je ne peux pas donner un pourcentage, mais on a quand même beaucoup de parents assez démissionnaires. Et d'un côté, je peux les comprendre, mais c'est difficile d'être parent. Et puis, on n'a plus envie de s'investir. Moi, j'ai trouvé je suis d'une vieille génération, mais j'ai vraiment trouvé une dégringolade dans le rapport des parents avec leurs enfants. Mais vous qui êtes enseignante, vous pensez qu'il y a une baisse de l'autorité, pas seulement à l'école, mais également dans les familles ? Mais bien sûr. C'est l'éducatif, c'est impressionnant. Vous êtes d'accord avec ça, Vanessa ? Moi, je lâche rien. J'ai pas envie. Quand je vois les jeunes qui se baladent avec des couteaux, des idées-là, elle a Snap aussi. Oui. Et il y avait un groupe sur lequel ça commençait à s'insulter. De temps en temps, je jette un œil sur ce qu'elle fait. Et elle aussi, elle partait dans l'insulte. Je lui fais non, mais là, ça va pas. Je lui fais, je suis pas d'accord déjà que toi tu partes dans l'insulte, mais t'as pas à te faire insulter non plus. Je fais, quand t'es sur un réseau, dans un groupe où tu vois que ça commence à s'apprendre à toi ou que ils s'en prennent les uns aux autres, tu quittes le groupe. Et depuis, c'est ce qu'elle fait. Mais il faut juste, moi je trouve que c'est important de leur donner des bases et de le faire de suite et pas les laisser, s'auto-gérer. Moi, quand il y a un problème, j'en parle, même si on est séparés avec son papa, je l'ai principalement chez moi, mais même à moi, quand elle commence à me parler de façon où elle commence à monter le ton sur moi ou dire des choses qui ne me conviennent pas, je sais, je vais appeler ton père maintenant. Ton père, c'est lui parce que je suis pas très douée pour les punitions. C'est lui qui gère. Je fais, mais je suis d'accord avec papa. Je fais, c'est papa qui va avoir l'idée de la punition. Mais parce que moi, je suis trop gentille. Mais voilà. Mais je suis d'accord avec ce que va dire papa, par contre. Merci. Mais plus jamais tu me parles comme ça, quoi. Merci beaucoup, Vanessa et Marianne. Ça va être le sujet du soir dans On ne vit pas dans la même France de notre amie Magali Berda. Vous voulez réagir, vous pouvez dès à présent appeler au 0826 300 300. François Louis. Et puis tout de suite, on va vous donner la parole sur un autre sujet, celui des crimes de sang. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est justement positionné comme favorable pour l'imprescriptibilité des crimes de sang. Voilà, on va revenir là-dessus. 0826 300 300. Philippe, vous pensez que les crimes de sang doivent être imprescriptibles ou vous pensez qu'au bout de 30, 40 ans, et bien même si on retrouve le coupable, on doit passer l'éponge? On attend vos appels. Et puis on aura Philippe d'Agen juste après qui va réagir à l'antenne. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix font parler la France. Vous réagissez à plein de sujets d'actualité. Je vous le rappelle, c'est votre émission. Évidemment, c'est Zach ce soir qui attend vos appels au 0826 300 300. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. Et c'est une proposition de Gérald Darmanin hier soir qui vous fait réagir. Tout à fait. Et puis on se rappelle aussi, il y a quelques jours, la Cour de cassation a entériné la prescription du meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, pourtant résolue 36 ans après sa disparition. C'est un sujet qui vous fait réagir. On vous pose la question au 0826 300 300. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Gérald Darmanin? On vous fait réagir, Philippe David. Et nous avons Philippe d'Agen qui nous appelle à ce sujet. Philippe, alors est-ce que pour vous, on doit rendre les crimes de sang imprescriptibles? Alors, je rappelle, la prescription, c'était 10 ans. Elle a été allongée à 20 ans en 2017. Mais il y a des prescriptions à 30 ans. C'est pour les trafics de stupéfiants en bande organisée, les crimes terroristes et également 30 ans, mais après la majorité, pour des viols commis lorsque la victime était mineure. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir les vrais, bonsoir à tous. Alors, pour vous, 20 ans, est-ce que c'est suffisant pour tourner par exemple la page d'un crime de sang? Dites-nous tout. Non, moi je pense que effectivement les crimes de sang doivent être imprescriptibles. Le problème, c'est d'avoir après les équipes qui puissent travailler sur ces dossiers-là. Puisque forcément il va y avoir des gens qui vont devoir enquêter, reprendre les dossiers, que ce soit les services enquêteurs ou les magistrats. Et vu déjà le peu d'effectifs qu'il y a, puisqu'on entend souvent qu'il y a des problèmes d'effectifs dans la fonction publique, dans la magistrature, est-ce que vraiment il va y avoir les personnels nécessaires en fait pour reprendre ces dossiers-là? Est-ce que les tribunaux vont pas être engorgés?
parce que il y a aussi les preuves matérielles. Les preuves matérielles, ça prend parfois de la place quand il faut stocker les scellés. Donc voilà, est-ce que vraiment tout ça va pouvoir être mis en place de façon pérenne? C'est là ma question. Mais est-ce que vous pensez que, alors cette affaire, je rappelle, c'est Marie-Thérèse Bonfanti qui avait disparu en 86. Le coupable a reconnu les faits, qui vivait dans le voisinage d'ailleurs, qui a avoué l'avoir étranglé, a reconnu les faits en 2022. Et la Cour de cassation a considéré que la prescription partait de 86. Est-ce que vous pensez pas que ça laisse une certaine gêne, sachant qu'on a un crime ignoble d'une jeune mère de famille de 25 ans, qu'on connaît le coupable qui a reconnu les faits, et qu'on dise, écoutez, il y a prescription, circulez, il n'y a rien à voir? Ça, c'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout, parce que cette dame qui avait rien demandé à personne, effectivement, n'est plus là. Maman d'un jeune bébé à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc, et puis je pense à tous ceux qui ont un proche qui effectivement a été tué et dont on n'a jamais retrouvé le coupable dans les délais impartis. Et le jour où on retrouve la personne qui a commis effectivement le crime, si le délai de prescription fait foi, à ce moment-là, la personne n'est pas poursuivie. C'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout. Mais Philippe, sachant qu'on a mis 30 ans, notamment pour les crimes, les trafiquants de drogue, et là c'est du crime en bande organisée, ou encore les 2 cas de 30 ans, c'est le terrorisme. Alors évidemment, la crime gravissime, plus les viols et agressions sexuelles sur mineurs, mais là c'est 30 ans après la majorité, c'est-à-dire après 18 ans. Est-ce que vous croyez pas que, grosso modo, je ne vais pas faire d'échelle entre la gravité des crimes, que quand on tue une jeune fille de 25 ans, c'est largement aussi grave que d'avoir fait par exemple du trafic de stupéfiants et qu'il faudrait passer la prescription à 30 ans? Ou est-ce que vous seriez partisan d'une... Il y a un seul crime qui n'a pas d'imprescriptibilité, je crois, c'est le crime contre l'humanité. Alors, si on retrouve un ancien criminel nazi aujourd'hui, même si, vu que c'est il y a plus de 80 ans que le nazisme est tombé, ce serait compliqué, ou d'un crime des Khmers rouges, etc. Est-ce que vous croyez pas qu'il faudrait peut-être remonter le curseur peut-être à 30 ans, par exemple, ou 40 ans, ou est-ce que il faut carrément le rendre imprescriptible comme un crime contre l'humanité? Et là, c'est quand même autre chose, c'est quand même une autre échelle. Je pense qu'il faut le rendre imprescriptible. Imprescriptible. Parce que les technologies évoluent. Il y a 40 ans ou 50 ans, il n'y avait pas les technologies qu'il y a actuellement. Donc donc en avançant avec le temps, les technologies vont évoluer dans le bon sens, je l'espère, et permettre effectivement aux enquêteurs peut-être de retrouver plus rapidement, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas d'arriver à authentifier les auteurs de crimes. Donc il faut pas que ça soit prescrit. Mais est-ce que vous trouvez pas bizarre, je vais faire 2 comparaisons, même si comparaison n'est pas raison, la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti et la mort, c'était en 1986. Le petit Grégory, c'était en 1984. On continue l'enquête et les investigations sur la grand-tante, etc. pour le petit Grégory. Et ces 2 meurtres atroces, tuer un gamin de 3 ans ou une jeune femme de 25 ans, c'est vraiment atroce les 2. Et est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre ce 2 poids 2 mesures? Parce que j'ose imaginer qu'on ne continue pas à enquêter sur le petit Grégory si les faits étaient prescrits et qu'on dirait, on a trouvé la personne, mais la Cour de cassation a dit qu'on ne pouvait pas la juger, il ne se passera rien. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce 2 poids 2 mesures est surprenant? Est-ce qu'il vous gêne, vous, ou pas? Oui, ça me gêne, d'autant que je crois qu'il y a un officier de gendarmerie qui a dit qu'il avait des fortes présomptions sur l'auteur des faits concernant Grégory. Oui. Mais que avec effectivement la prescription. Oui. L'auteur pouvait pas être poursuivi, mais non, je pense qu'il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Il n'y a pas 2 poids 2 mesures. On rappelle, on parle de l'imprescriptibilité des crimes de sang. C'est une annonce qu'a fait Gérald Darmanin hier soir, tout à fait, Philippe. On vous pose cette question. Si c'était quelqu'un de votre famille, votre mère, votre père, votre sœur, accepteriez-vous la prescription? C'est la question qu'on vous pose au 0826 300 300. On a Olivier de Maine dans le Gard. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Olivier. Oui, bonsoir. Alors, il y a beaucoup à dire sur la justice, sur le système. À la base, il y a un truc qui ne va pas en France, mais pas du tout. Pour la même peine, on va avoir 3 personnes, il n'y en a pas un, pour le même crime, il n'y en a pas un qui aura la même peine. Ça, c'est vrai. Ça, j'arrive pas à le comprendre. J'arriverai jamais à le comprendre. On tue quelqu'un, lui, il a 7 ans, parce que moi, j'ai vu, là où je travaillais, le PDG s'est fait assassiner, le tueur a pris 7 ans.
Et des fois, pour la même chose, l'autre, il prend 20 ans. Ah oui, 7 ans pour c'était un assassinat ou un meurtre pour votre PDG? Parce que 7 ans pour un assassinat, ça me paraît pas cher payé. Alors, moi, je vous explique en 10 secondes. Il y a un gars qui était pas content. Il est rentré dans les bureaux. Il a tué le directeur. Il est ressorti. Il est tombé sur le PDG. Il a mis une balle dans la tête. Ah oui, et il a pris que 7 ans pour ça? Et il a pris 7 ans. Cette histoire me dit quelque chose. Oui, c'était il y a une quinzaine d'années, c'est ça? C'est à Beaucaire, oui. Oui, c'est ça, oui. C'était une quinzaine d'années. Voilà, c'est ça. Mais c'est un truc qui me révolte parce que il y en a un qui a tué un voyou à Beauvert et il a pris plus. D'accord. Mais donc, la France, la justice française, il faudrait faire un tableau. Oui. Ça c'est simple. Tu as tué, tu prends 30 ans. Tu as violé, tu prends 30 ans. Et déjà, les peines ne sont pas assez fortes. Oui, mais alors, il y a quand même une chose. Alors, il n'y a pas de dissuasion. Et il ne doit pas y avoir aucune prescription. On t'attrape, parce que c'est facile, le gars il se cache, il part un peu à l'étranger, il revient. Il y a une prescription de 10 ans, il s'en va, il va en vacances, il revient, il n'a plus rien. Non, mais ça marche pas, ça. Exactement. Alors, Olivier et Philippe, on est obligé de faire une courte pause. On vous reprend tout de suite après, parce que le débat est passionnant. Ça vous fait beaucoup réagir, hein. Vous êtes très nombreux à vouloir prendre la parole. Donc avec Philippe, on est là pour vous la donner jusqu'à 20h. 0826 300 300. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vraies voix font parler la France. Philippe David. Les vraies voix font parler la France. C'est la fin de la prescription pour les crimes de sang. Un vrai sujet. C'est Gérald Darmanin qui l'a proposé hier. Philippe et Olivier voulaient zéro prescriptibilité, donc l'imprescriptibilité des crimes de sang. Et François-Louis Bourneau voulait réagir. On le rappelle, hein, la prescription, c'est le délai au-delà duquel la justice ne peut plus juger un crime. En France, pour un meurtre, le délai est de 20 ans. Alors, je vais réagir à ce que disait à l'instant Olivier sur les crimes qui ne sont pas jugés de la même manière. Moi, il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, j'ai travaillé comme formateur en milieu carcéral, hein, dans une grosse prison qui était la maison d'arrêt Saint-Michel de Toulouse. Et quand je parlais avec les responsables de la prison, et c'est pour vous donner quelques éclaircissements, on me disait clairement... Tu passes au tribunal à Toulouse où ils voient tout ce qu'il y a de pire en termes de crimes, etc. Parce que c'est un gros département. Ou dans l'Ariège, où là c'est beaucoup plus calme. Dans l'Ariège où, je sais pas moi, le Tarn-et-Garonne, la peine sera beaucoup plus lourde dans les départements plus calmes où on n'est pas habitué à voir des choses beaucoup plus graves que dans un gros département. Et il me l'avait dit, tu peux vérifier, ce qui explique peut-être un peu ce que vous disiez, Olivier, non ? Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout. Moi, je ne comprends pas quand on annonce, je vois au journal télévisé, il risque jusqu'à 30 ans, par 15 exemple. ans de prison ou 30 ans de prison, mais il n'en aura que 12. Non, là, on n'est pas d'accord. Parce que celui qui est mort, il est mort, il ne reviendra pas. Oui, donc, je ne vois pas pourquoi on va favoriser non, il fait appel, on va le rejuger dans une autre prison et il n'aura pas la même peine. C'est quoi ce cirque-là ? Oui, mais il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est l'individualisation de la peine et qu'on la met en fonction des circonstances aggravantes, s'il y en a, des circonstances atténuantes, s'il y en a, etc. C'est tout, on va dire, un peu sur mesure, hein, Philippe. Oui, mais je trouve que c'est pas normal quand même, parce qu'effectivement, suivant les juridictions, et la peine va pas être la même, comme vous le disiez, effectivement sur Toulouse ou en Île-de-France, ça va pas être la même chose. Oui, mais ça c'est quand même un vrai sujet. Je crois que vous vouliez réagir, Olivier, également sur le procès de soumission chimique qu'il y a entre le sénateur Jorel Guerriau et la députée Sandrine Josso. C'est bien ça, vous vouliez réagir pour les crimes de sang et parler de ça, on fait d'une pierre deux coups. Voilà, exactement, parce qu'on se retrouve dans le même système. Les peines, suivant où on est jugé, ne seront pas les mêmes, suivant la personnalité aussi, parce qu'un sénateur, c'est quand même quelqu'un, et le petit voyou du coin, mais il n'aura pas la même chose. Après, il y a la médiatisation, oui. L'affaire Pélico, par exemple. Oui. On en a parlé, le monde entier en a parlé. Absolument. C'était pas très loin de chez vous d'ailleurs, hein. C'était dans le Vaucluse, vous êtes dans le Gard, c'est à côté. Voilà, hein. ouais, c'est pas loin, mais ça a été le sujet de beaucoup de conversations en famille. On en a beaucoup parlé.
parce qu'on a trouvé quelque chose d'étrange. Alors je le dis parce que je sais pas s'il faut le dire, mais je le dis quand même. On a tous été, surtout les femmes de mon entourage, on était 20 à Noël, on en a parlé pour vous dire. Oui. Ah oui, pour en parler lors d'un repas de Noël, oui, c'est quand même que oui. Voilà, parce qu'on est venu à parler à cause d'un truc qui s'était passé dans la famille. Donc, et on a trouvé bizarre quand même que Madame Pellicot, elle s'est fait violer pendant 10 ans, je crois, par plus de 50 personnes. Elle s'était rendue compte de rien. Mais elle était droguée. Oui, non, mais j'en ai parlé aux femmes qui étaient autour de moi. Hein, et toutes m'ont dit, c'est impossible qu'on s'en rende pas compte. C'est impossible. Oui. Ça a été médiatisé. Il y a eu quelque chose de... C'est pas normal. Elle est obligatoirement, elle doit s'en rendre compte. Alors, il y a aussi l'amnésie traumatique qui existe. Oui. Philippe, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous pensez, tiens, vous voulez réagir à ce que disait Olivier? Moi, je suis pas convaincu que dans cette affaire, alors évidemment, le sénateur Jorel Guerriau est présumé innocent, etc. Hein, le procès est en cours, on va pas rentrer dans le détail de cette affaire. Il dit que le petit voyou, Olivier, sera jugé plus durement qu'un sénateur. Mais est-ce que vous croyez pas qu'aujourd'hui, vu la pression médiatique qu'il y a, et notamment qu'on demande de plus en plus d'exemplarité aux personnes, vous me passerez l'expression du haut du panier, que si jamais il est reconnu coupable, ce sénateur risque de prendre très cher au nom de l'exemplarité qu'on veut des élites. Au nom de l'exemplarité, mais je crois qu'il y avait eu quelqu'un qui proposait de mettre des tests sur les produits stupéfiants aux députés, et ça a déchaîné. Alors pourquoi ? Ah non, mais vrai sujet, hein. Moi, je vais vous dire, demain, quelqu'un rentre à Sud Radio, me fait un test de stupéfiant, j'ai aucun problème là-dessus, hein. Je fais le test, il n'y a aucun problème. Je sais pas vous, François-Louis, mais moi, oui. Ah, pour moi, c'est bon. Après, pour vous, Philippe, ça vous regarde. Mais... Non, mais moi, il n'y a pas de problème non plus. Mais non, mais c'est vrai que, alors, ça avait fait scandale, quelqu'un avait voulu faire des tests au bar de l'Assemblée nationale. Oui. Mais pourquoi pas après tout, hein. Mais vous pensez, vous, que, parce que c'est un sénateur, il sera jugé moins durement qu'un petit voyou, comme on dit, de XY en droit? Est-ce que vous connaissez beaucoup de ministres qui passent à la Cour de justice de la République et qui sont condamnés à de la prison ferme après? Il y en a beaucoup. Alors, la Cour de justice de la République, c'est quand même une autre cour, parce que là, le problème de la Cour de justice de la République, je vous le dis, c'est des politiques qui se jugent entre eux. C'est ça, alors, exactement. Là, ça change parce que l'affaire du sénateur Guerriau, ce sont des magistrats qui jugent des affaires en correctionnel ou qui après passent aux assises, etc. C'est des magistrats professionnels qui gèrent tout type d'affaires, qui ont peut-être parfois été aux affaires familiales ou au tribunal de police. Hein. D'accord, mais qui est au-dessus du parquet? Qui donne les ordres au parquet? Théoriquement, les parquets sont indépendants. Théoriquement, mais pratiquement. Vaste programme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Olivier? Mais moi, je pense que ça dépend beaucoup du juge. On a vu ça moi, j'ai vu l'affaire Sarkozy, par exemple. Si c'est un autre juge, il n'est pas incarcéré. Mais bon, je connais des juges personnellement. Hein. J'ai fréquenté beaucoup des amis avocats et juges. Oui. Et on en voit de toutes les couleurs. Moi, je peux vous le dire. Je ne peux pas dévoiler des trucs, mais... C'est des trucs de dingue, quoi. Le mec est condamné à 3 millions d'euros et qui paye que 30 000 euros. Oui. Alors là, après, le problème, c'est que... l'intervention d'un juge qui n'est pas dans l'affaire, hein, mais qui intervient parce que et puis, les amis de mes amis sont mes amis. Et puis, permettez-moi de vous dire une chose, c'est que parfois aussi, il y a certains qui organisent de manière très intelligente leur insolvabilité, hein. Oui, je sais, on a tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, ça existe aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. La justice, elle doit être impartiale. Moi, je dis que le juge qui triche ou qui favorise, il doit être emprisonné. On lui donne une bonne peine de 15 ans. Comme ça, il n'y en a plus aucun qui trichera. Et je pense que si on faisait ça dans la justice, qu'on donnait des peines fixes, aux délinquants, toi t'as volé pour tant d'argent, tu feras tant d'années de prison. Toi t'as volé pour le double, tu feras le double. Je pense qu'à un moment donné, la peur du gendarme, la peur de la prison n'existe plus. Je vais vous dire une chose, Olivier, avec vous, le problème de l'encombrement de la justice reste solutionné parce que finalement t'as fait ça, la peine c'est ça, il n'y a plus d'avocats, etc. Par contre, là vous n'allez pas vous faire des amis chez les avocats, hein, parce qu'ils perdent du boulot. Hein. Écoutez, moi, j'ai des avocats, j'aurais dit qu'ils servaient à rien, parce que quand on a raison, on a besoin d'être défendu. Mais après, c'est ça. Faut-il encore prouver la raison? La justice, elle met trop longtemps, elle met des fois 2 ans à traiter un dossier. Alors que si le barème était établi, dès qu'il y a preuve de la culpabilité, il n'y a pas de jugement.
Voilà, vous avez fait ça, vous avez droit à ça. Merci. Vous risquez jusqu'à... Voilà. Merci beaucoup, Olivier et Philippe. Merci à vous deux. On a d'autres sujets qui vous font énormément réagir au 0826 300 300. Il y a un sujet qui vient de tomber, Philippe. On va en parler. Ce matin, oui, surtout. Près d'une agence immobilière sur 2 accepte ou facilite une discrimination raciale dans l'accès au logement, selon un testing dévoilé dimanche par SOS Racisme. Voilà l'actu qui vous fait réagir. On a Emmanuel de Suresnes. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, merci de me donner la parole. Avec plaisir. Bienvenue dans Les Vraies Voix font parler la France. Vous êtes là pour vous exprimer. Allez-y. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est étonnant qu'on s'étonne, parce que c'est pas une discrimination d'abord. Premièrement, il est absolument normal qu'une agence de location qui est responsable vis-à-vis des propriétaires choisisse des locataires qui apportent le plus de garanties possible, parce que d'ailleurs, éventuellement, le propriétaire peut se retourner contre l'agence si elle n'a pas bien choisi son locataire et s'il y a des impayés. Premièrement, et deuxièmement, franchement, faut s'adresser aux OPHLM de la région parisienne pour avoir peut-être le profil des mauvais payeurs. On ne serait pas très étonné, parce que où est-ce que les agences vont chercher les informations qui leur permettent de choisir, de faire un tri. Alors le principe du tri en lui-même, il est humain, il est normal. Qui ne trie pas? Vous choisissez pas vos amis, évidemment. Donc vous choisissez aussi les gens auxquels vous vendez, parce que vous avez besoin de leur faire confiance. Si vous savez qu'il y a un genre de personnes dans lesquelles vous ne pouvez pas vraiment avoir totalement confiance, vous n'allez pas vous embarrasser. Vous avez besoin de faire le boulot, vous avez besoin de trouver un locataire, vous allez prendre des gens qui sont a priori, qui ont un profil de bons payeurs. Emmanuel, restez avec nous. On a Achour d'Evry qui veut réagir justement sur la discrimination des agences immobilières. Bonsoir Achour. Bonsoir Achour. Bonsoir. Bienvenue dans Les Vraies Voix font parler la France. Bienvenue. Vous voulez peut-être réagir aux propos que nous dit Emmanuel? Il a surtout bien résumé un peu le problème. Après, est-ce qu'il y a des statistiques? Il faudrait déjà connaître statistiquement, parce que je pense que les agences immobilières, les organismes de location, quels qu'elles sont, elles ont peut-être, si vous voulez, des statistiques concernant quels sont les critères ou quels sont les types de mauvais payeurs à qui on pourrait faire confiance ou ne pas faire confiance. Parce qu'on prend un exemple, vous pouvez aussi avoir une personne qui a un très bon dossier. Oui. Voilà. Après, tout dépend exactement des documents qui sont obligés d'être fournis par le locataire. Alors en général, c'est les 3 derniers bulletins de salaire, etc., etc. Éventuellement une caution si c'est un étudiant. Les 2 ou 3 derniers avis d'imposition aussi. Oui. Maintenant, admettons, vous prenez un exemple, parce que il y a aussi des catégories d'individus qui deviennent mauvais payeurs pour des raisons particulières involontaires, comme divorce, perte d'emploi, ça peut être beaucoup de choses involontaires. Après, si on parle de discrimination, comme vient de vous dire, raciale, de nos jours, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une crainte? Ça peut être peut-être par rapport au statut social de la personne, c'est-à-dire est-ce qu'elle est arrivée sur le territoire il y a peu de temps? Est-ce que la personne, on peut avoir des doutes peut-être sur son passé, la présentation? Comment est-ce que la personne se présente avec tout ce qui se passe de nos jours entre des personnes qui louent des appartements et on se rend compte qu'en fait ça se transforme il les sous-loue, etc. etc. Je ne sais pas sur quoi déjà on se base à ce niveau-là quand on parle de discrimination raciale dans l'immobilier en tant que mauvais payeur. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Alors restez avec nous Emmanuel et Achour. Tiens, vous avez été victime de discrimination, ou vous pensez qu'il y a des discriminations, mais peut-être pas seulement au logement, hein. Vous avez été victime de discrimination à l'embauche parce que vous envoyez 30 CV et vous n'avez jamais une réponse. Venez témoigner au 0826 300 300. On se retrouve juste après la pub, Philippe et vous, chers auditeurs. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Quelque chose à vous dire. Installez-vous. Et maintenant, levez-vous et foncez en magasin. Chez Poltron et Sofa, avec les doubles soldes en or, on fait des affaires en or. Sur les canapés de la collection Duo, 50% de remise plus 20% supplémentaires. Mais ça, se termine le mardi 3 février. Poltron et Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin. Sud Radio, les vraies voix font parler la France.
Philippe David. Et on revient sur ce sujet, les discriminations dans les agences immobilières. Près d'une agence immobilière sur 2 accepte ou facilite une discrimination raciale, Philippe David. Oui, alors c'est un rapport de SOS Racisme qui démontre, je cite SOS Racisme, que le chemin est encore long. Emmanuel, on a entendu Achour. Est-ce que quelque part, la première chose qu'on regarde, alors moi je le sais en tant que propriétaire et je le sais en tant que locataire, vous voyez, on peut être les deux à la fois, que moi la première chose que je passe par une agence systématiquement en prenant une assurance, parce que le jour où vous prenez des impayés, là c'est vraiment la croix à la bannière. Moi je veux dire, je loue un appartement qui a été saccagé par le propriétaire, par le locataire précédent, vous voyez, qui était... je vais pas raconter l'histoire, comme il n'y a pas de nom, etc., qui s'est retrouvé au chômage à plus de 50 ans, qui ne trouvait plus pas de boulot, parce que ça aussi c'est une discrimination dont il faut parler, la discrimination à l'embauche, notamment des seniors, qui a pété un plomb, vous me passerez l'expression, qui payait plus, qui a tout saccagé, alors qui était pas du tout racisé, parce que SOS Racisme dit qu'il y a une discrimination là-dessus, c'était pas du tout, c'était quelqu'un bien français, quoi, comme on dit, bien gaulois, pour utiliser un terme, et il a tout saccagé, il n'a pas payé pendant des mois. La propriétaire, donc ma propriétaire, avec tous les recours, c'est très très long en justice. Et quand, comme elle louait un autre appartement à ma compagne avec qui on s'est installé, elle a dit, vous, je sais que vous payez. Elle a vu qui j'étais, elle a dit, or lui, je sais qu'il paiera aussi. Ils n'ont même pas cherché quelqu'un d'autre. Donc est-ce que la première recherche, c'est pas la fiabilité? Parce que le fait qu'on paye pas, c'est pas inscrit sur le visage, hein. Oui, mais bon, vous pouvez vous faire une appréciation, vous faire une idée assez facilement sur la base de critères évidents. Quel est son emploi, depuis combien de temps travaille-t-il, etc., etc. Dans le cadre de quelqu'un qui a en plus un peu de notoriété, c'est quand même plus facile. Mais moi, je vais vous raconter un truc très simple. Oui. Dans la genre de discrimination. J'ai habité à l'étranger pendant 6 ans, très loin. Je reviens en 2008. J'ai 3 enfants qui sont jeunes. Ma femme. Au départ, quand je recommence à travailler, j'ai un salaire qui est vraiment pas élevé. J'ai besoin d'habiter dans les Hauts-de-Seine pour mon travail et pour l'école des enfants. Je m'adresse aux OPHLM des Hauts-de-Seine. Je commence à remplir un dossier et on me dit: ah monsieur, mais à quelle distance comptez-vous habiter là de votre famille? Vous avez des membres de votre famille qui sont dans les environs. Alors je dis, écoutez, j'ai ma mère qui est âgée, qui habite Courbevoie dans un petit appartement. Et dire, non mais attendez, là jamais on pourra vous prendre, hein, parce que si vous avez de la famille dans les environs, ça marche pas. S'ils sont à 1000 km, 2000 km, ça marche. Si j'ai bien compris, si je suis malien, j'ai beaucoup plus de chance. Écoutez, monsieur, je suis désolé, mais c'est la règle. Alors, c'est quand même assez bizarre. Enfin, moi, en tant que propriétaire, ce que je regarde, c'est la comment ça s'appelle? C'est la solvabilité la plus probable possible. Mais bien sûr, mais ça c'est normal, mais dans le cas, puisqu'il faut quand même en parler, parce que c'est quand même un bailleur très important en région parisienne et dans nombre de villes, hein, comment est-ce que les OPHLM choisissent leurs locataires? Si c'est sur la base de, écoute, où est ton plus proche parent? Ah mon plus proche parent à moi, il est à Manrasset. Bon, toi, t'es éligible. Et toi, où est ton plus proche parent? Moi, il est à Bourges. Non, écoute, c'est pas possible. Ah oui, non, mais là, les HLM, c'est encore une autre histoire. Achour, vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet? Vous êtes propriétaire, locataire, comment ça se passe? Alors, je suis propriétaire. Oui. Quand je discute avec ma compagne de se dire acheter un pavillon pour pouvoir et aussi garder mon appartement mais le louer, rien que ça, déjà, le fait de penser à ça, à le louer, je me dis quel est le profil, malgré qu'il soit solvable, à qui je pourrais le louer. Parce que vous parliez de saccage. Ah moi, la personne, j'en ai parlé avec la propriétaire, hein, elle m'a dit, mais au départ, il avait une bonne situation, il payait sans aucun problème, et après, perte d'emploi... chute dans l'alcool, etc. Il a, vous me passez l'expression, mais pété les plombs. On ne peut pas le savoir. Maintenant, on ne peut pas le savoir, ça c'est clair. Maintenant, c'est sûr que vous allez arriver avec un CV, genre je suis fonctionnaire, dans une mairie ou etc. En général, c'est ce qui rassure le plus. C'est ce qui rassure le plus parce qu'il y a la sécurité de l'emploi, fonction publique, ça c'est clair. Maintenant, j'ai envie de dire, on a souvent, statistiquement,
des profils en particulier qui sont sujets à des bons ou des mauvais payeurs, liés peut-être à la hausse salaire, parce qu'il y a peut-être un travail qui fait qu'il pourrait être susceptible de pouvoir avoir un licenciement économique ou quoi que ce soit. Il y a aussi la présentation de la personne. Moi, si je vois que la personne est de telle... Excusez-moi, je suis d'origine maghrébine, donc qu'on ne me dise pas que je suis raciste. Mais si je vois par exemple un individu jeune qui travaille, mais dans son apparence, qui dégage, etc., me fait penser que ça pourrait devenir un mauvais payeur, un point de deal, une nourrice. C'est-à-dire où qu'on stocke de la drogue, ou qu'il va y avoir beaucoup de potes qui vont arriver, qui vont faire la fête et qui vont dégrader mon appartement. Du genre le jeune qui arrive à un moment, va pas vouloir payer parce que voilà, il profite peut-être d'une apparence, d'une tricherie qui fait que je sais pas. C'est un ressenti, c'est compliqué de nos jours. Ah bah c'est compliqué. C'est compliqué. Merci beaucoup à vous, Achour et Emmanuel, et on a encore un sujet qui vous fait réagir, qu'on avait évoqué la semaine dernière. On l'a évoqué ce matin dans le grand matin de Patrick Roger quand on débattait avec Françoise de Gois, et ça vous faisait déjà réagir ce matin beaucoup au 0826 300 300. Vous l'avez dit, Philippe, on va parler de la fin de vie pour justement remettre ce sujet qu'on avait effectivement évoqué. Les sénateurs ont repris ce lundi leurs travaux sur les textes justement qui portent sur la fin de vie. La semaine dernière, ils ont dit clairement non à celui instaurant un droit à l'aide à mourir. On est avec Simon qui nous vient d'Occitanie. Bonsoir Simon. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir Philippe David. Et vous, alors qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet douloureux qui fait beaucoup réagir dans tous les cas de figure au 0826 300 300? Plusieurs points. Déjà, je vais retirer la fin de vie, je vais appeler ça euthanasie. Déjà, qui est le terme plus approprié. Ensuite, je vois pas comment un être humain, on peut le traiter malheureusement comme un animal qui a effectivement des problèmes de santé, qu'on est obligé de piquer. Je trouve ça indécent, inadapté. La temporalité en plus est d'autant plus inquiétante, parce que quand on voit un gouvernement qui n'a plus rien, qui ne peut plus rien faire, il se cantonne à ce genre de dispositions. C'est lamentable. Voilà, il y a des sujets beaucoup plus urgents et il ferait mieux de s'occuper du monde de la santé avec les soins palliatifs plutôt que d'essayer de se débarrasser de certains patients. Demander à un toubib, un docteur, d'aller contre ses choix et ses motivations qu'il a pour exercer cette profession, et lui dire maintenant vous allez supprimer des gens, parce que c'est le cas de le dire, voilà, au lieu de les aider tranquillement à s'éteindre, voilà, je trouve ça inacceptable et inadmissible. Mais Simon, si la personne fait le choix de partir et qu'elle n'en a pas les moyens... Oui, non, mais le choix de partir, c'est autre chose. C'est un choix du patient, parce qu'il est suffisamment conscient pour le faire. Bien sûr, je vais vous prendre un exemple. Ni à la famille, ni à un docteur. Je vais vous prendre un exemple. On en parlait tout à l'heure avec Françoise de Gois et Patrick Roger. Moi, j'ai lu un livre qui m'a traumatisé il y a 29 ans. Vous voyez, ce livre m'a tellement marqué que j'ai pas oublié la date où je l'ai lu. Je l'ai lu à l'été 97. C'est le livre Le Scaphandre et le Papillon de Jean-Dominique Bobby, qui était le rédacteur en chef adjoint ou rédacteur en chef de Elle, qui a fait un AVC massif et qui était en état de Lockton syndrome à l'hôpital de Berck. C'est-à-dire qu'il est enfermé dans son corps et il dicte son livre en clignant de l'œil parce qu'il n'a plus aucun autre moyen de communiquer. Moi, je le disais ce matin et je le répète, s'il m'arrivait un truc pareil, moi, je veux qu'on me fasse partir. Je veux qu'on me fasse partir. Non, mais là, c'est un cas particulier. Ah bah, non, mais il n'y en a pas qu'un. Il y en a pas oui, non, mais je sais bien. Mais dans le lot, le problème, c'est qu'on va pas c'est comme tout texte de loi, il va y avoir des dérives. Et des dérives que je qualifierais même d'économiques. Donc c'est inacceptable. On doit faire un texte de loi, effectivement, avec des examens, contre-examens, une décision de la famille, et éventuellement, si on peut avoir une décision du patient. Là, ça mérite réflexion. Mais là, le problème, c'est qu'on va faire une loi comme d'habitude, où les lois, on n'aura pas vu toutes les possibilités possibles et imaginables, on va pouvoir l'interpréter, faire n'importe quoi et tout ce qu'on veut. Donc, d'autant plus qu'on a des incapables de toute façon au niveau législatif, quand on voit ne serait-ce que la loi sur les squats, bon mais voilà quoi, on n'est pas capable de voir tous les tenants et tous les aboutissants, de corriger en temps et en heure ce qu'il faut corriger, donc c'est malvenu. De toute façon, la temporalité, c'est pas maintenant. Il y a des choses beaucoup plus urgentes pour faire ça. Ça fait des années que c'est que sans ça,
Et là, tout d'un coup, on se réveille, on dit, on va s'occuper de ça. C'est pour occuper un peu le Parlement, quoi. Non, il y a des choses qui ne vont pas, quoi. Est-ce que vous pensez, par exemple, je prenais le cas du Lockton syndrome, il y a une autre maladie qui est un peu dans le même cas de figure, c'est la maladie de Charcot, par exemple. On pense à Charles Bietri, éminemment dirigeant de club de sport et éminent journaliste sportif à qui on pense, qui dit qu'il va devoir aller faire un suicide assisté en Suisse parce qu'en France, il peut pas le faire. Est-ce que dans ces cas de figure, vous dites pas, écoutez, là, la loi, ça peut marcher et les gens qui veulent, on leur laisse ce choix pour abréger leur souffrance? Parce que est-ce qu'on a le droit de décider de qui peut ou ne peut pas abréger ses souffrances? Philippe David, c'est ce que je viens de vous dire. Oui. Si la loi est bien faite, et là, elle sera mal faite une fois de plus. Enfin, là, on extrapole en disant qu'elle sera mal faite. Hein. Elle n'est pas faite encore. Elle sera mal faite automatiquement avec les gens qui sont actuellement en place. Elle sera mal faite. Tout n'est jamais de toute façon bien cloisonné. Donc, dans un cas de figure comme ça, déjà, quand on emploie déjà les termes qui sont pas adaptés, c'est que déjà on a envie de camoufler quelque chose. C'est toujours pareil. C'est qu'on fait de la sémantique, on essaie de mettre en place quelque chose qui nous permette par la suite d'élargir les champs d'action. C'est ça qui m'inquiète. Si une loi est bien... on met par exemple un catalogue de maladies, en disant des maladies effectivement incurables et des choses comme ça, là je veux bien. Mais là on va faire, la personne a décidé de mettre fin à ses jours, elle n'a pas le courage de le faire elle-même. Et regardez l'exemple de la jeune fille en Belgique qui, à 23 ans, je crois, a demandé à être euthanasié. Donc c'est inadmissible, c'est inacceptable. Et comme je dis une chose, il y a une chose très simple, ça méritait même pas une loi. On peut faire de toute façon une espèce de pas d'ordonnance, mais de décision par décret pour ces cas de figure particuliers au niveau médical, et qu'on s'occupe des vrais problèmes qui intéressent la France, et non pas qu'on perde du temps à un budget 4 mois pour discuter de rien et de tout pour en arriver à ça. Faire il y a la sécurité, il y a plein de choses à excusez-moi Simon, mais alors, vu l'état en termes de rapport de force de l'Assemblée nationale, vous me passerez l'expression, mais le grand foutoir du budget, là ça va être compliqué de l'arrêter.